C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Je reconnais pas mal des visages que je connais. Les étudiants que j'ai croisés dans le Master 2 264, donc entrepreneuriat et projet innovants. C'est surtout une grande joie de te recevoir, Philippe. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci de me recevoir. Voilà, donc tu es notre premier invité. Tu inaugures un cycle et on tenait vraiment à recevoir une personne qui va pouvoir nous raconter un parcours entrepreneurial dense. Je dis à dessein dense plus que riche, hein, puisque c'est le chemin qui est plus important que la destination. Voilà, on est ensemble pour à peu près 1h30. L'idée, c'est que avec Philippe, on retrace son parcours entrepreneurial pendant 1h, 1h10, et qu'ensuite on ait une séance de questions-réponses. On a la chance qu'il soit là, donc vous allez voir, il a plus qu'un vrai parcours entrepreneurial, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, prenez l'occasion de poser des questions plus spécifiques. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse comme ça. Donc on a une audience d'étudiants, peut-être des enseignants. Je vois des visages qui étaient d'ex-étudiants qui sont déjà des entrepreneurs. Donc peut-être qu'on se focalise sur ta période 19-36 ans, hein, qui correspond un peu au panorama des âges qu'on a, pour raconter tout ce qui était avant Miracle, finalement, toute cette préparation, tout cet entraînement, tout ce moment où tu as construit tes muscles d'entrepreneur, et que ensuite on passe à Miracle. Ça te convient? Mais c'est toi qui dirige, moi je... Avec plaisir. Peut-être pour démarrer, c'est l'occasion de remercier Camille Anglade de la House of Entrepreneurship. Vous pouvez chaleureusement l'applaudir parce qu'elle a fait un énorme travail. Quand on est venu dans tes bureaux, qui sont magnifiques, pour préparer cet entretien, en fait, on a réalisé que Miracle était ta 4e aventure et que précédemment, tu avais créé 3 boîtes. Peut-être commencer avec celle que tu as créée quand tu avais 19 ans, Kerus, puisque c'est elle-même devenue une très grande entreprise. Et si tu peux nous dire pourquoi tu as démarré et qu'est-ce qui fait qu'à 19 ans, tu t'es lancé tout de suite, finalement, avec ton bac en poche, avec tes skills de codeur et de graphiste. Comment tu as eu cette audace de te lancer et pourquoi? Alors, j'ai pas vraiment eu d'audace, j'ai pas vraiment eu le choix. Il fallait que je travaille. Donc, j'ai besoin de gagner ma vie. Comme tu dis, j'avais pas de diplôme. Je pouvais pas rester à l'université parce que fallait que je bosse. Et du coup, j'ai commencé à travailler. Je savais faire plusieurs choses, toujours autour de l'informatique. Je savais développer des sites, je savais construire des ordinateurs. Donc, avec mon meilleur ami de l'époque, quand j'ai décidé de me mettre à travailler, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, on a toujours dit qu'on travaillerait ensemble, donc maintenant, c'est le moment. Et lui venait de finir des études de production de cinéma, donc rien à voir. Et il m'a dit, OK, alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, écoute, moi, je sais faire 2 choses. Et donc, on a décidé de lancer ce qu'on appelle aujourd'hui une web agency. Juste pour situer quelques dates, ça a démarré quand? 97. Donc 97, vous voyez, c'est vraiment le début d'Internet. Alors, qui a connu Club Internet? Est-ce que je vais voir une main se lever pour Club Internet? Ouais, je vois 2 mains se lever pour Club Internet. Oui, Club Internet, une autre main. Donc, c'était les tout premiers fournisseurs d'accès à Internet. Et donc, c'était vraiment le début, c'était l'enfance de l'art. Non, c'était vraiment le début. Personne ne comprenait vraiment ce à quoi servait Internet. Tout le monde disait que ça n'avait aucune utilité. Et voilà, moi j'étais convaincu que Internet allait changer beaucoup de choses et que toutes les entreprises auraient besoin d'avoir une présence online pour pouvoir dialoguer avec leurs clients et montrer leurs produits. Et voilà, donc on a décidé de lancer une web agency qui avait pour objectif de développer des sites web pour ces clients-là. Alors, juste pour faire participer l'audience, on parle de 96, on a parlé de Club Internet, mais qui a connu Mosaic? Arthur Andersen, Netscape. Hein, on parle de l'enfance de l'art d'Internet. On parle vraiment du début du Web 1. Hein, c'est là que ça a démarré. C'était CompuServe. Tu te rappelles de CompuServe? AOL. AOL. Hein, les BBS. Ouais. Voilà. Et donc, tu démarres en disant, moi, je sais coder. Je sais faire du graphisme. Les entreprises ont besoin d'une version digitale de leurs plaquettes. Et donc, on va faire des sites web. Exactement. Et donc, ça, c'est Kerus. Exactement. Et donc, ça grandit comment? Écoute, au début, c'est difficile parce que
quand on allait voir des clients pour leur parler d'Internet, ils ne savaient pas ce que c'était. Certains nous disaient non, mais on a déjà un site et ils nous donnaient leur adresse email, qui était souvent @wanadoo.fr ou CompuServe. Donc, ils ne comprenaient pas grand-chose. Donc, il y avait toute une phase d'évangélisation. Et en 98, ça a commencé un petit peu à décoller. Donc, au début, on était 2, puis 3. Et donc, c'était une petite boîte. Puis, on a commencé à recruter parce on signait de plus en plus de clients. On avait besoin de plus en plus de développeurs, de graphistes. Au début, c'est moi qui faisais tout, le développement, le graphisme, etc. Et puis, voilà, on a grandi comme ça. Et je te laisse continuer. Donc, ça veut dire que tu as vendu, tu as fini par vendre Kerus. Ouais. Tu as vendu à Eric. Ouais. Qui est un ancien dauphinois et qui avait monté une boîte qui s'appelait Projiware, exactement. Et donc, c'est devenu Kerus Projiware. Exactement. En fait, Projiware avait pour objectif de faire une sorte de build-up. Et eux, ils avaient plutôt un profil intégrateur de solutions logicielles. C'était le premier intégrateur en France de Business Object, de mémoire. Et ils voulaient se doter d'un savoir-faire Internet, parce que là, on était en 2000. Donc, la boîte avait bien grandi, on avait gagné pas mal de prix, on avait une visibilité qui était assez bonne partout en Europe. Et du coup, ils sont venus nous voir au cours d'un process qu'on avait lancé pour lever des fonds. Et ils nous ont dit qu'ils avaient un projet d'introduction en bourse et qu'ils voulaient qu'on fasse partie de ce projet. Ce qui veut dire que quand tu as créé Kerus, tu n'as pas levé d'argent. Non, pas du tout. Et c'était pas une époque où on levait de l'argent. Alors, c'était pas une époque où on levait de l'argent. En plus, honnêtement, lever de l'argent pour une web agency créée par quelqu'un qui venait d'avoir 20 ans, qui disait entre 19 et 20 ans, qui avait zéro, c'était difficile d'ailleurs au début pour pouvoir travailler. J'avais besoin d'un ordinateur parce que le mien n'était pas assez puissant. Et donc j'ai été voir des banques pour qu'elles me prêtent de l'argent pour acheter un ordinateur. Ça coûtait combien en francs? 20 000 francs. 20 000 francs, c'est à peu près 3 000 euros d'aujourd'hui. Et c'est quoi? C'était un Mac ou un PC? C'était un PC, c'était un Gateway 2000. Tu te souviens de ça ou pas? Ouais, je me souviens très bien. Et voilà, donc j'ai vu 14 banques. 13 ont refusé. Et la 14e, c'était au CIC. Le sous-directeur de l'agence m'a dit « Mais attendez, expliquez-moi ce que vous faites. Ah oui, c'est intéressant. Je vais vous prêter. » Donc, il m'a prêté l'argent pour démarrer. Et donc, tu as démarré avec 20 000 balles de prêt pour acheter un PC. Quand tu vends, tu as donc 23 ans. Ouais. Et donc, c'est un exit. Et tu vends plutôt bien. Oui, c'était là par contre les valorisations. Il y avait ce qu'on a appelé la première bulle Internet. Donc les entreprises comme la nôtre avaient des valorisations qui étaient extrêmement élevées, qui étaient en multiples de chiffre d'affaires, souvent en dizaines de fois le chiffre d'affaires. Donc c'était effectivement des multiples qui étaient très élevés, qui étaient loin de ce qu'on voyait sur d'autres domaines. Et donc Kerus, Projiware à l'époque, qui voulait vraiment se doter de ce savoir-faire Internet, on nous ont fait une offre qu'on n'a pas pu refuser. Une offre qui te refuse là. Exactement. Et donc pour ta première opération de 4 ans, finalement, tu deviens riche. Alors, être riche, c'est être heureux de ce qu'on a, il paraît. Donc, et donc tu as fait trop, tu n'avais pas assez, tu avais suffisamment? Non, j'étais content, oui, c'est sûr. Surtout quand on vient d'où je viens, on se parle de montants importants. Je me souviens quand j'ai ramené les protocoles à mes parents, ma mère m'a dit « Mais c'est la date, ça ?» Je dis « Non, c'est bon. » Oui, donc ça l'a beaucoup surpris. Ouais. Donc tu vends, tu es très copain avec Eric, tu signes une clause de non-concurrence. Ouais. On peut même dire qu'encore aujourd'hui, tu es un des actionnaires importants de Kerus et que Kerus est une entreprise cotée. Alors Kerus, parce que l'objectif c'était de coter en bourse Kerus, donc Kerus est coté depuis juillet 2000, on s'est coté en juillet 2000, et moi je suis parti de Kerus en juin 2001. Donc tu pars, tu as du cash, des actions, donc tu as fait ce premier parcours, tu as fait ce premier exit finalement assez rapidement, dans un moment qui est un bull market. Ouais. Tu as une clause de non-concurrence que tu respectes, et là tu changes complètement de panorama. Ouais. Tu quittes la tech, tu quittes l'informatique et tu crées avec ton frère, un autre ami à toi qui s'appelle Michael Ziegler,
et son père, Ouais. tu crées une marque de joaillerie sur le modèle d'Accessoirize qui s'appelle MyRêve. Exactement. En fait, mon frère, qui travaillait dans le domaine de la bijouterie fantasy, vient nous voir un jour. Et donc, Mickaël, j'étais déjà associé avec lui chez Kérus, c'est avec lui que j'étais associé. Donc, vient nous voir un jour et me dit voilà, j'ai vu ce concept-là, Accessoirize en Angleterre. Ça se développe bien, c'est intéressant. Moi, c'était loin de la tech, donc ça fitait bien avec mes clauses de non-concurrence, celles de Mickaël qu'on avait l'intention de respecter. On avait chez Kérus, on avait beaucoup de clients qui étaient des marques. Donc, comme moi, je venais aussi, j'ai beaucoup fait de développement, mais j'ai aussi fait beaucoup de design. Je m'intéressais à ces stratégies de marque et aux marques. C'est pour ça qu'on avait pas mal de clients qui étaient des marques. Donc, je me suis dit, lancer une marque, ça peut être marrant. Donc, on a lancé MyRêve exactement en adaptant en France le concept d'Accessoirize qui n'était pas encore arrivé en France. Et alors, quand tu passes comme ça de la tech, pour lequel tu es passionné, à un truc qui est de la grande distribution, du bijou, sur lequel tu n'es pas forcément aussi légitime, tu kiffes, c'est sympa ou ça te va pas du tout? Non, je me suis très rapidement, ça m'a gonflé assez vite. Donc c'est pas Ça a duré combien de temps? La première année était sympa, la deuxième année ça a commencé à me gonfler, la troisième année fallait que j'arrête, quoi. Donc, Et donc là, au moins, tu sais qui tu es, quoi. Tu vas entreprendre, mais tu vas être un entrepreneur de la tech. Oui, parce que moi, c'est ce que j'aime. J'ai toujours essayé, en tout cas, d'avoir un ordinateur entre les mains. J'ai commencé l'informatique très jeune. C'est tout ce qui m'a toujours passionné, intéressé. Je trouve que c'est un outil exceptionnel et qui, on voit encore aujourd'hui, qui ne m'a jamais déçu. C'est quand même, ça ouvre d'innombrables portes, d'innombrables possibilités. Et je trouve que quand on aime ça, c'est vraiment le meilleur domaine pour entreprendre. Donc tu fais cette expérience qui n'est pas vraiment dans ta passion. Et puis bon, tu vends quand même cette boîte. Ouais, je la vends. En fait, je trouve un acheteur et un de mes associés donc préempte le deal parce qu'il avait besoin de se doter d'un réseau de détail. Donc cette boîte, juste pour vous donner un peu plus de détails, c'est sur un modèle d'Accessoirize, c'est de la bijouterie fantasy, donc c'était des petites surfaces avec les murs remplis de boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets. Et c'est une clientèle à 99% féminine, 15-25 ans, un prix moyen 17 €. On avait une quinzaine de points de vente à Paris et on commençait à ouvrir des master franchises au Moyen-Orient et en Asie. Et donc spécialement au Japon. C'était une boîte de quelle taille? On était combien? On était je pense qu'entre les magasins, on devait être 50-60 personnes. Donc une belle PME. Ouais, c'est une petite deuxième expérience professionnelle, deuxième PME. exit. Ouais, deuxième exit. Alors, il y avait un truc qui était pas mal, c'est qu'on avait sponsorisé la Star Academy. Et donc pour ceux qui se souviennent aussi, donc ça c'était pas mal. Qui se souvient de la Star Academy? Voilà. Ah ouais, c'est un peu plus. Il y a plus de mains là. Ah, ça c'était pas mal, surtout que quand il y avait les chanteuses qui pendant 8h30 à 11h tenaient leur micro, on voyait toutes les bagues qu'elles portaient ou les colliers ou les boucles d'oreilles parce que c'était beaucoup sur les visages. Le lundi après la diffusion, c'était un carton quoi. Enfin c'était un carton, ça marchait très bien. Toutes les clientes, elles voulaient avoir, tiens, j'ai vu ça samedi à la télé, etc. Donc ça, c'est énormément de visibilité. Donc, deuxième expérience, deuxième exit. Donc là, tu as quoi? Tu as 27 ans? C'est, 2005. Donc, 27 ans? Non, 29 ans. 29 ans. Ouais. Donc, tu as déjà quand même pas mal roulé ta bosse, parce que entre 10 ans, 2 boîtes, 2 exits, et c'est pas un petit exit non plus, donc c'est quand même quelque chose de matériel. Et puis, tu as une autre passion. Il y a un truc qui était pas mal d'ailleurs, c'est que là, par contre, pour la deuxième boîte, ça je le dis pour ceux qui veulent entreprendre, là, les banques, elles étaient plus sympas déjà. Oui. Mais c'est important parce que quand on se développe, parce que le modèle de développement dans le commerce n'est pas du tout le même que le modèle de développement dans la tech. Dans le modèle de développement du commerce, ce qui coûte cher, c'est acheter les magasins, à l'époque, aujourd'hui ça coûte pas rien, mais à l'époque, ce qui coûtait cher, c'est acheter les magasins, des fonds de commerce. Du coup, les fonds de commerce coûtaient cher, mais c'était financé par les banques. Donc, on n'avait pas besoin non plus de lever de fonds parce que on mettait le. Tu avais du financement mondial. Exactement. Qui était du financement. Exactement.
Exactement. Et là, tu n'as pas non plus levé d'argent sur cette deuxième entreprise. Non, là, pour le coup, on n'avait vraiment pas besoin. Mais tu as fait des apports importants, tu as financé. On a financé, on va dire, à chaque fois, quand on achetait un magasin, on finançait 10-15% du coût total de la mise en place du magasin sur nos fonds propres. Et le reste est financé par les banques. Il faut voir aussi que donc, c'est une entreprise qui était endettée, ce qui n'était pas le cas de précédentes boîtes, enfin, de ma précédente boîte. Et voilà, donc c'est vraiment un autre modèle de développement. Il faut aussi savoir qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs, mais vous entendez jamais quelqu'un qui dit un enfant, quand on lui demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, il dit je veux être entrepreneur. Ça n'existe pas. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ça. Mais et d'ailleurs, quand j'ai créé moi ma première boîte, je me suis pas dit je vais être entrepreneur. Je me suis pas, c'était, je pense que je connaissais peut-être même pas le mot, sûrement pas d'ailleurs. Donc c'est dommage parce que c'est le mot français qui est le plus connu dans le monde. Ouais. D'ailleurs, il y avait une blague comme ça avec, je crois que c'était George Bush à l'époque, quand c'était un peu tendu avec la France. Il avait fait une conférence où il y avait des entrepreneurs français. Il disait mais comment on traduit entrepreneur en français? Ouais. Donc là, tu vends et finalement, tu crées une troisième boîte parce que tu as une autre passion qui est le jeu vidéo. Tu es un hardcore gamer, tu as toujours joué à plein de trucs. Et là, tu crées une boîte qui s'appelle Split Games, donc qui était un truc un peu comme Games ou comme... Alors, Split Games, c'était une plateforme. En fait, chez Kerus, on travaillait pour des retailers, on travaillait pour des marques, pour des gens qui avaient des magasins. Et on faisait des sites e-commerce pour eux. Et on voyait pas mal de contraintes qu'avait l'e-commerce. Et après, pour avoir opéré moi-même mes magasins, j'ai vu d'autres contraintes qu'avaient les magasins physiques. Et en fait, je trouvais que Internet, le e-commerce, exploitait mal ces possibilités pour faire du commerce online, du business online. Globalement, on voyait beaucoup d'e-commerce, mais en réalité, c'est de la VPC, sauf qu'on mettait le catalogue en ligne. Et je trouvais que toutes les possibilités d'interconnexion, de raccourcissement des chaînes, d'extension des offres, enfin, tous ces concepts qui aujourd'hui nous sont beaucoup plus familiers, à l'époque ne l'étaient pas du tout, et je trouvais que il y avait un truc qui n'y allait pas. Il y a quand même un petit élément entre MyRed et Split Game qui est un élément important, c'est que c'est un de tes actionnaires qui rachète ta boîte. Et qui te demande de trouver le financement. Et là, pour trouver le financement, finalement, tu vas chercher quelqu'un qui va filer un coup de main. Et cette personne se trouve être le fils d'un des profs historiques de Dauphine, qui est Maurice Nussbaum. Et donc, tu rencontres Adrien. Ouais, exactement. Et qui devient ton associé. Est-ce que tu peux nous raconter juste l'anecdote? Parce que, vu comment ça s'était emmanché au début, on ne pouvait pas forcément penser que ça serait une telle aventure humaine et amicale. Alors, effectivement, parce que quand un de mes associés a préempté le deal d'acquisition, il m'a dit écoute, tu as trouvé un acheteur, mais moi, j'ai besoin de garder ce réseau de distribution dans mon groupe, donc je vais le racheter. Par contre, je vais te demander deux choses. La première, c'est de me faire un prix par rapport au prix que tu avais trouvé. J'ai dit OK, pas de problème, c'est normal, il était actionnaire, il a participé à la création de valeur, donc je dis OK. Il dit la deuxième chose, c'est que je veux que tu trouves le financement pour faire l'acquisition. Je dis bon, OK, on va se débrouiller. Et donc et là, je me retourne vers Mickaël et je lui dis bah merde, maintenant faut qu'on fasse. On n'était pas financier ni l'un ni l'autre. Il m'a dit bon, faut qu'on fasse un business plan, faut qu'on fasse un projet pour lever des fonds auprès des banques pour financer l'acquisition. Et donc je lui dis mais on a besoin de quelqu'un pour nous aider à construire ce dossier. À qui on peut demander? Et Adrien me répond, il me dit tu vois qui c'est, Adrien Nussbaum? Je lui dis ouais. Parce que c'était le mari d'une amie à moi. Et je lui dis, il me dit, bon, on va lui demander. Alors, je lui dis, écoute-moi bien, je ne travaillerai jamais avec ce mec. Donc, je lui dis, il me dit, ah bon, et pourquoi? Je lui dis, je sais pas, ça fit pas, je veux pas travailler avec lui. Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que tu trouvais très prétentieux et très arrogant. Il est arrogant et prétentieux, je ne veux pas travailler avec lui. Vraiment, on sait jamais si c'est fini. Remarque, il le sait, je lui ai dit 10 fois. Donc. Et donc, après, il faut voir comment on fait le montage, ou si c'est coupé, mais j'ai dit, je ne travaillerai pas avec lui parce qu'il est arrogant et prétentieux. Il m'a dit, et Mickaël m'a dit, écoute, t'as une semaine, si tu trouves quelqu'un d'autre, on fait avec quelqu'un d'autre, si tu trouves personne, on fait le projet avec Adrien. Et il me dit, en plus, je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Et donc, effectivement, on démarre le projet de travailler sur ce dossier. À l'époque, Adrien était consultant chez Deloitte, spécialisé dans les entreprises en difficulté.
Donc, il avait une très bonne connaissance un très bon financier et très, très bonne connaissance des business plans qui marchent et qui marchent pas. Donc, vraiment, très bonne expertise là-dessus. Un expert d'Excel et des business models. Exactement. Et surtout, au-delà de ça, c'est quelqu'un d'une intelligence rare. C'est quelqu'un qui a énormément de qualités, qui a 2 défauts, effectivement, c'est qu'il est arrogant et prétentieux, mais il n'en a pas d'autres. Il n'en a aucun tu autre. as dit aussi qu'il était extrêmement sensible et que cette arrogance était aussi une carapace. C'est vrai. Et donc, on commence à travailler ensemble sur ce projet. Et effectivement, on s'entend extrêmement bien. Et du coup, le projet, je pense, on bosse ensemble pendant 2-3 mois, on va dire. Une fois qu'on a bouclé le truc, on repart sur notre nouveau projet avec Mickaël, toujours avec Mickaël. Et un jour, on déjeune tous les 3 et Adrien me dit si je reste une semaine de plus chez Deloitte, je saute dans la scène. Je lui ai dit, en plus, comme je pense qu'il a été capable de le faire, je lui ai dit écoute, ne fais pas ça. Par contre, je te propose un truc. Tu viens travailler avec nous, tu prends une partie du capital, évidemment. Et par contre, je veux une réponse dans les 48 heures parce que on rencontre beaucoup de gens qui veulent se lancer dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, qui travaillent dans les banques, qui travaillent dans les cabinets de conseil, mais quand il faut y aller, il n'y a personne. Et un des critères quand même indispensables pour un entrepreneur, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur de quelque chose, il faut faire autre chose. Il faut être un peu inconscient quand même. Et donc, faut pas avoir peur. Quand on se lance dans un projet qui a 9 chances sur 10 de finir dans le mur, faut pas avoir peur pour y aller. Et le lendemain matin, il m'appelle, il me dit écoute, c'est bon, j'ai démissionné, j'arrive. Ouais, il n'a pas hésité longtemps. Non, voilà. Et donc, Squid Game, vous réfléchissez. Ouais. Et vous levez de l'argent. Ouais, là, on lève pas mal d'argent, parce que pour l'époque, c'était pas mal, on lève 2 millions d'euros auprès de Crédit Agricole Private Equity. Et donc ça, c'était pas mal. Et donc là, tout de suite, tu fais un constat qui est extrêmement important, puisqu'en fait, là, on parle un peu de l'origine de ce qui va devenir Miracle par la suite. Ouais, en fait, Squid Games, donc, on cherchait un peu ce modèle différent de l'e-commerce et différent du commerce, qu'on trouve online. Et on imagine une espèce de ce qu'on pourrait appeler une place de marché avec une monnaie virtuelle dédiée aux jeux vidéo et aux produits dérivés autour du jeu vidéo. Monnaie virtuelle, c'était très précurseur. Ouais. Donc, ça n'a pas connu le même succès malheureusement, mais donc un truc un peu compliqué. Et alors, on avait aussi pas mal on avait racheté des sites qui faisaient du contenu autour de l'univers du jeu vidéo, donc on avait pas mal de contenu, des communautés assez fortes. Donc, on avait créé un truc autour du commerce, du contenu et de la communauté. Et sur la partie commerce, qui était cette plateforme d'échange un peu compliquée, ça marche pas. Le truc décolle pas. Il n'y a pas assez de transactions sur la plateforme. On commence à essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de liquidité sur cette place de marché. Et du coup, on se dit assez rapidement après la levée de fonds, il faut alors pareil, à l'époque le terme n'existait pas, mais aujourd'hui on aurait dit il faut pivoter, quoi. Il faut trouver autre chose. Et là, je commence à étudier tous les business models de type transactionnel qui existent online. Donc des sites que vous connaissez comme eBay ou Craigslist qui existent encore, et d'autres sites qui ont disparu comme Alf.com et il y avait Rakuten aussi qui est toujours là, et 2 fois moins cher, qui a disparu. Bref, on étudie tous les sites qui font du transactionnel online. Et je me bouffe tous les rapports annuels d'Amazon depuis qu'ils sont cotés. Et j'étudie pas mal Amazon. Et sur Amazon, commence à émerger un business model qui s'appelle la marketplace, qui est en fait un business model où Amazon ne vend pas ses propres produits, mais va vendre des produits de vendeurs partenaires. Qui pesait 5% du revenu. Ouais, à l'époque, c'était moins de 5% de l'activité d'Amazon, donc c'était vraiment naissant. C'était une activité sur laquelle ils avaient pivoté plusieurs fois. Ils avaient d'abord lancé un truc qui s'appelait les Z-Shop. Ils avaient lancé un site d'enchères, toujours sur Amazon.com, on a oublié tout ça. Et le truc qu'ils ont gardé, c'est ce modèle qui s'appelle Amazon Marketplace, dont à l'époque, personne ne prend conscience de la puissance du truc. Et nous, on se dit, en fait, c'est ça le truc. Parce qu'avec une marketplace,
on va pouvoir avoir une offre énorme en s'associant avec des vendeurs partenaires. Donc, c'est des vendeurs professionnels, donc il va avoir une bonne qualité de service, ils sauront expédier les produits, etc. Le jeu vidéo, c'est un produit qui est pénurique. Quand il y a un jeu qui sort, c'est en rupture partout. Nous, ça nous permettait d'avoir à la fois des jeux neufs et d'occasion en sécurisant certains deals qu'on faisait avec certaines boutiques. Et nous-mêmes, on avait nous-mêmes acheté des stocks pour pouvoir proposer à nos clients d'acheter ce qui à l'époque était en rupture, comme des produits comme la Wii ou la PS3 qui venait de sortir. Donc, vous développez une technologie qui permet de faire des marketplaces, vous la déployez sur Split Games, et au moment où vous la déployez, là, ça prend. Exactement. Donc, on développe ce modèle de marketplace, et là, on voit tous les effets vertueux du modèle. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant pour nous. Et on se dit, là, il y a un truc. Et donc, ce truc, c'est vraiment ce modèle de marketplace qui est extrêmement puissant, au lieu de... Aujourd'hui, on appelle des modèles de plateforme. Au lieu d'aller monétiser ces produits, on va monétiser des interactions entre des vendeurs ou des prestataires de services et les clients. Et donc, ça prend tellement, vous avez une belle traction. Donc là, vous décidez de refaire un tour de financement. Et alors, non seulement vous... Oui, parce qu'en fait, entre-temps, Crédit Agricole, Private Equity était contre notre pivot. Donc, on les a rachetés. On a racheté leur participation dans la boîte, donc on s'est retrouvé seul avec Adrien et moi et Mickaël au capital et aux manettes de la boîte. Et donc on a décidé de faire ce pivot. Et donc du coup, comme on voit qu'on a trouvé le bon truc, on se dit bon, on va relever des fonds ou soit relever des fonds, soit chercher un partenaire industriel qui pouvait nous amener une marque et donc du trafic sur notre plateforme. Et donc là, vous recevez non seulement des marques d'intérêt pour investir, mais vous recevez 3 propositions de rachat pour la boîte. Exactement, on reçoit 3 propositions de rachat, dont 2 sérieuses. Il y en a une, c'était d'une boîte qui s'appelle Micromania, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est le leader dans le retail du jeu vidéo, qui était Inexistant Online. Et on a des discussions au cours de ce process avec un monsieur qui s'appelle Xavier Flamand, qui était directeur général de Fnac.com, qui, quand il est entré dans notre bureau, d'ailleurs pour la petite histoire, quand il est entré dans notre bureau, il ne connaissait absolument rien à la marketplace. Il était directeur général de Fnac.com. Et aujourd'hui, Xavier Flamand, c'est le patron de la marketplace d'Amazon. Dans le monde. Dans le monde. Donc ça, c'est marrant parce que donc on lui a expliqué, voilà, marketplace, il dit ah ouais, c'est génial. Et 15 jours après, il me rappelle, il me dit en fait, on a réfléchi. On va pas investir dans votre boîte, on va pas faire un partenariat stratégique comme on disait poliment. On va vous racheter et on va utiliser votre technologie pour la brancher sur Fnac.com. On va lancer une marketplace pour Fnac.com et vous allez diriger l'activité de marketplace de la Fnac, toi et tes équipes. Et donc, 3e exit. Tu vends Split Games à la Fnac et tu intègres la Fnac. Exactement. Et donc là, tu restes avec ton acquéreur. Exactement. Et tu rentres dans une grande boîte. Ouais. Alors, c'est Camille qui a fait le jeu de mots, donc à tout seigneur, tout honneur. Et donc, tu n'as pas fait la fac, mais tu as fait la Fnac. Voilà. Ça a été ça, ta formation. Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'a fait? Parce que quand tu rentres à la Fnac, tu as fait 3 exits, tu as quand même fabriqué et construit du patrimoine, tu es un entrepreneur super aguerri, tu as l'habitude de bosser avec des associés qui sont tes amis. Et là, tu rentres dans une grande organisation qui en plus est très marquée, hein, parce que la Fnac, c'est une histoire assez forte. Oui, c'est une histoire assez forte qui est très marquée à l'extrême gauche. C'était une boîte qui, dans son ADN, était à cette historique-là, parce que je crois même qu'un des fondateurs était garde du corps de Trotsky, et que la Fnac accueillait des réfugiés politiques d'extrême gauche qui se réfugiaient en France et leur donnait du travail dans les Fnac. Donc c'est la Fnac avait un mindset spécial. Bon, après, il y a eu d'autres histoires. Hein. C'était racheté à l'époque. Quand on a fait le deal, ça appartenait au groupe PPR. Mais il y a quand même cet ADN à la Fnac qui donne une force et une image une image interne assez intéressante. Mais c'est surtout une grosse boîte. C'est une boîte avec des centaines de collaborateurs. Oui, il y avait plus de 20 000 collaborateurs. Donc, c'est une grosse boîte. Alors, ils avaient été malins dans le deal. C'est que, en fait, le deal était composé avec un earn-out important.
Donc en gros, on était obligé de rester si on voulait. Il fallait non seulement qu'on reste, mais en plus que ça marche si on voulait. On pourrait presque dire que c'était un mal pour un bien parce que tu as appris énormément de choses là-bas. Si tu devais nous dire comme ça 3 choses fondamentales qui te sont restées, ça a duré longtemps, ça a duré 3 ans. Je suis resté 3 ans à la Fnac. Alors déjà le premier, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, enfin bon, je sais pas si c'est intéressant, mais le premier soir on signe les contrats et donc on est hyper content. On a vendu notre boîte, des bonnes conditions, hyper bon fit avec Xavier Flamand, donc tout va bien. Et le soir, je vais dîner avec Xavier, et je rentre chez moi et je fais un truc qui ne m'est jamais arrivé. Je ne savais même pas, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est quand ça m'est arrivé. Je fais une crise d'angoisse. Et donc j'étais terrorisé à l'idée d'aller travailler à la Fnac. Chez les gauchistes. Non, c'était pas ça. Non, mais c'est marrant parce que là, en le disant, c'est marrant parce que je disais, faut pas avoir peur quand on est entrepreneur. En fait. Moi, j'avais peur d'être salarié. J'avais peur j'avais peur des trucs cons, quoi. J'avais peur que ça se passe mal avec mon patron. J'avais peur que ça se passe mal dans la boîte. J'avais peur de pas pouvoir faire ce que je veux. J'avais peur d'avoir perdu ta liberté. J'avais peur, voilà, d'avoir perdu ma liberté. Je pensais que je savais pas. Moi, je travaillais énormément, mais je savais pas est-ce que c'était peut-être pas assez par rapport à ce qu'attendait une boîte quand on est salarié dans une boîte. Là, bon, j'ai découvert qu'on travaillait quand même pas mal. Et on prenait suffisamment. Ouais, bon, on prenait jamais de vacances. Et donc là-bas, tu comprends le management des grandes organisations, la politique. Oui, donc tu disais 3 choses importantes. D'abord, effectivement, on s'aperçoit de l'importance de la politique dans des entreprises comme ça. Donc, il faut être extrêmement vigilant à ça parce que ça sclérose une boîte. L'autre chose qui m'a frappé dans une boîte qui me paraissait quand même une belle entreprise, et qui est une belle entreprise, c'était le manque d'agilité. C'est-à-dire, toute innovation est un problème, en fait. Tout changement est un stress, est un obstacle, alors qu'au contraire, ça devrait être des opportunités. Et une boîte de cette taille-là considère l'innovation comme un challenge et comme un obstacle, alors qu'ils devraient les considérer, ce que fait Amazon d'ailleurs, comme une opportunité. Et donc ça, c'est un deuxième truc qui est assez intéressant. Et c'est vrai que après, voilà, on découvre plein de choses, le fonctionnement de ces grandes organisations, leur approche avec l'IT, la lenteur de ces organisations. Alors, avant qu'on passe... Et je répète, en disant ça, je tiens quand même à préciser que la Fnac, c'est une très belle boîte avec des gens qui sont très smart à l'intérieur. Donc, j'imagine que ça doit être dans d'autres boîtes qui ont pas la chance d'être aussi bien équipées que la Fnac. Alors, avant qu'on passe au chapitre Miracle, et c'est vraiment très important pour vous d'être exposé à la genèse de Miracle, parce que on connaît Miracle. Alors, Philippe n'est pas fan des vocabulaires de licorne, de centaure, parce que ça renvoie à une espèce d'imaginaire fictif, mais qui est quand même une sublime réussite française. Il ne faut pas oublier que vous avez devant vous le cofondateur et le dirigeant d'un leader mondial. Ce que Miracle a fait est absolument extraordinaire dans un environnement qui est extrêmement compétitif. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire toutes ces étapes, tous ces jalons de boîtes de plus en plus petites et qui grandissent, et surtout cet appétit pour renouveler l'expérience en permanence et pas s'arrêter parce que finalement, on a fait 1 exit, 2 exits, 3 exits. Et donc, pour cette articulation-là, à la Fnac, vous développez une solution pour Marketplace. Donc en fait, on utilise la solution qu'on avait développée, on l'intègre dans Fnac.com. On lance la Marketplace de la Fnac, on signe le deal fin août 2008. On intègre la Fnac octobre. Vous voyez, déjà, on ne comprenait pas pourquoi on mettait un mois. Moi, quand on a signé, je dis, bon, demain, on arrive. Non, attendez, il faut qu'on prépare l'espace, ou machin. Bon, okay. Donc, un mois. Et encore, je répète, je le dis avec beaucoup j'insiste, c'est une très bonne boîte. Donc, on arrive en octobre. On commence à travailler sur le projet d'intégration de la plateforme avec le CTO de Fnac.com qui s'appelle Pascal Roche. Et on lance la marketplace de la Fnac en mai 2009. Donc 7-8 mois après, la Fnac lance sa marketplace. Et ça devient le meilleur canal d'acquisition de nouveaux clients. Ah ouais, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Première source d'acquisition de nouveaux clients. Pour une boîte qui a 18 millions de clients, c'est bien parce que le coût marginal du client additionnel coûte cher quand même. Et là, première source d'acquisition de nouveaux clients, première source de rentabilité,
un laboratoire. Toutes les nouvelles catégories de produits qu'on trouve dans les Fnac aujourd'hui, comme le jeu jouet, le petit électroménager, sont pas nés, enfin en tout cas les petits électroménagers sont pas nés après le rachat de Darty, c'est né sur la marketplace. Donc tout ça contribue à la réussite de Fnac.com, à la croissance de Fnac.com, et en partie à la croissance de la Fnac. Alors, tu as raconté une anecdote qui m'a vachement interpellé quand on était avec Camille et Octavie, ta chief of staff. Tu dis que la Fnac n'avait pas du tout identifié le business de la marketplace chez Amazon. Et qu'en fait. Alors, c'est pire que ça. La Fnac n'avait pas identifié Amazon. Si oui, moi, je sors, donc j'étais au codir de la Fnac, et je sors du premier codir. Il y a donc toutes le président de la Fnac et tous N-1 et quelques autres personnes dont moi, et on discute de Darty. Il parle beaucoup de Darty, il parle de Saturn à l'époque, qui est une boîte qui était en France. Il parle de boulanger, bref, il parle des retailers, et il parle très peu du online. Donc je sors du comité de direction, je ne veux pas la ramener pour mon premier comité de direction, donc je vais voir le directeur de Fnac.com et je lui dis, dis-moi, vous ne parlez pas d'Amazon? Il me dit, Amazon, non, pourquoi? Je lui dis, je sais pas, quand même, vous devriez quand même surveiller. Je lui dis, je sais pas, à l'époque, la Fnac devait faire 200 millions ou 250 millions online, et Amazon, selon nos estimations, faisait 600 millions. Donc je lui dis, mais c'est quand même 3 fois plus gros, 2 fois et demi ou 3 fois plus gros Fnac.com. Et il me dit, impossible. Je dis, si. Il me dit, ça fait max 100 millions en France. Je dis, non, pas du tout. Et il me dit, mais je lui dis, sur quoi tu te bases pour dire ça? Il me dit, regarde, il me sort GFK, qui est un institut qui étudie les parts de marché. Je dis, ouais, mais ils ne publient pas leurs chiffres GFK, donc ils ne sont pas dans les panels. Il me dit, non, mais. Enfin bref, déni de réalité. Il me dit, ça n'est pas possible. Donc, je lui organise un rendez-vous avec une boîte, avec le patron d'une boîte que je connaissais, qui s'appelait Pixmania, et qui s'appelle d'ailleurs toujours Pixmania. Ils ont relancé. Exactement, qui était une super success story française dans l'e-commerce. Et eux se sont mangés Amazon en frontal dans plein de pays. Donc, ils connaissaient Amazon sur le bout des doigts. Et donc, on organise un meeting et donc, on discute ensemble. Et effectivement, Jean-Émile apporte à Xavier des faits concrets dont je ne peux pas parler ici, mais pour lui montrer que, effectivement, Amazon était devenu 2 à 3 fois plus gros que Fnac.com en 18 mois, 24 mois. Et là, c'est un coup de massue. Donc, on sort du déjeuner. Il me dit, écoute, il faut essayer de formaliser ça. Et on va sensibiliser le codir de la Fnac à ce sujet. Donc, on a créé une presse qui expliquait pourquoi Amazon était devenu Amazon, comment Amazon était devenu Amazon, et quels étaient leurs points forts et certaines faiblesses, mais qui n'ont pas beaucoup. Donc, ta formation à la Fnac arrive à son terme. Tu passes 3 ans avec eux. Et au bout de 3 ans, le démon de l'entrepreneuriat te reprend. Et donc, tu décides de créer avec Adrien Miracle. Alors effectivement, pour la petite histoire, quand on a vendu la boîte à la Fnac, notre troisième associé, qui était Michael Ziegler, a été appelé par sa famille pour reprendre l'entreprise familiale. Donc, il n'est pas venu avec nous à la Fnac. Il est reparti travailler avec sa famille. Donc, moi, je suis resté avec Adrien à la Fnac. Et en fait, on avait un contrat qui s'arrêtait, un earn-out qui était plafonné. On a atteint le plafond de l'earn-out avec 1 an d'avance. Et donc, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que la marketplace de la Fnac était vraiment, on le voyait de l'intérieur, était vraiment un grand succès. Et on commençait à avoir d'autres boîtes qui essayaient de lancer leur marketplace pour imiter la Fnac. Et ça marchait pas. Et on le savait aussi par les vendeurs qui vendaient sur plusieurs marketplaces. Ils disaient, non, mais là, c'est naze, on fait pas de chiffres, c'est nul, etc. Et la techno est merdique, etc. Et donc, un jour, on discute avec Adrien et on se dit, écoute, on est assez convaincu que tous les retailers auront leur marketplace, que ce modèle était vraiment construit pour générer de la croissance sur Internet. Et donc, on se dit, pourquoi est-ce que la Fnac, ça a marché alors que les autres, ça n'a pas marché? La Fnac, ça a marché parce qu'en fait, ils se sont dotés d'une expertise métier et d'une technologie. Donc, on s'est dit, on va créer une boîte qui va apporter à tous ceux qui veulent lancer leur marketplace, on était assez convaincus que ce serait tout le monde, on va leur apporter de la technologie et l'expertise métier. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée et qu'on a créé Miracle.
Alors, on va aborder cette deuxième séquence de notre échange. Donc, Octavie, Chief of Staff, nous a très gentiment envoyé une vidéo que je vais vous projeter donc pour vous présenter succinctement Miracle. Puis ça donnera l'occasion de boire un peu d'eau. Et de voir la vidéo que j'ai pas vue, je sais pas ce que c'est. Philippe, c'est marrant la vidéo. Ouais, non, et en plus elle a la pêche, elle a une bonne musique, elle a un bon rythme. On va prendre le sujet de Miracle un petit peu par la fin. Juste si tu peux nous dire aujourd'hui, en 2023, ce que c'est devenu, le nombre de collaborateurs, le nombre de clients, le chiffre d'affaires, parce qu'il y a des données qui sont publiques. Donc Miracle, c'est une entreprise aujourd'hui qui compte 750 salariés répartis dans 12 pays. Avec essentiellement toute la technique, les équipes techniques sont basées en France, entre Paris et Bordeaux, donc c'est un produit qui est 100% made in France. Miracle équipe à peu près 400 clients dans le monde, donc on a lancé, il y a aujourd'hui 400 marketplaces qui sont lancés ou qui vont être lancés, qui utilisent notre technologie. Cette année, l'année dernière, en 2022, ça a été 6 milliards de volume d'affaires qui ont été générés par nos plateformes. Donc, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires additionnel que nos clients sont allés chercher. Et Miracle, c'est un chiffre d'affaires, un ARR, parce que Miracle, c'est un logiciel en SaaS. Donc, en fait, nos clients payent une redevance pour utiliser notre logiciel, une redevance mensuelle. Donc, on a ce qui s'appelle l'ARR, c'est le revenu annuel récurrent, qui est de 135 millions d'euros. Voilà, c'est notre ARR, notre croissance, et on a un objectif de croissance en gros qui est de 40% par an aujourd'hui. Bon, Mood disait qu'il faut des muscles pour être entrepreneur, donc là je pense qu'on a vu du muscle entrepreneurial. Je crois que tu as levé avec Adrien 1 milliard à date. Oui, on a l'ensemble des levées de fonds de Miracle aujourd'hui, c'est 1 milliard d'euros. De dollars. Et la dernière valorisation c'était 3,5 milliards de dollars. Ouais. Donc, c'est une société, alors encore une fois, et c'est pas un terme que Philippe aime, et donc c'est une licorne, puisqu'elle a plus d'1 milliard de valo, mais c'est surtout une centaure, puisqu'elle fait plus que 100 millions de revenus. Des entreprises comme ça, il y en a très très peu en France. C'est-à-dire des entreprises de la nouvelle économie qui ont réussi à accomplir ces deux objectifs. Je pense qu'il y en a quoi, 5 ? Tu en citerais combien ? 5, 10 ? Oui, je saurais pas les compter. Nous, on reste vraiment focalisé sur notre business à nous, donc je saurais pas. Mais c'est vrai qu'on fait partie de ce que le gouvernement a lancé, qui s'appelle le Next 40. Et c'est dans ces Next 40 qu'on trouve la majorité des ouais, mais comme ça, donc c'est moi qui le dis, et c'est pas toi, mais peut-être Doctolib, peut-être Alan, je sais pas le chiffre d'affaires que fait Blablacar. Ouais, peut-être Blablacar et vente privée. Vente privée. Alors d'abord, c'est toujours très impressionnant. C'est bien qu'on ait démarré par ton parcours, parce que sinon ça écrase un peu le sujet, et puis ça le rend pas accessible. Et le but, c'est quand même de stimuler les vocations entrepreneuriales. Donc, on est déjà très avancé dans un parcours, mais comme vous l'avez vu, il y avait eu des tas d'autres étapes. Et donc, c'est un escalier, il faut pouvoir le monter. Il ne s'agit pas de prendre l'ascenseur pour arriver tout de suite en haut. Ça s'est fait en quoi ? Ça s'est fait en 12 ans à peu près ? Miracle, ouais, on l'a créé le 14 février 2011. C'est là où on a créé la société. On était encore à la Fnac. Et on est complètement opérationnel dedans depuis le 6 janvier 2012. Alors, qui a eu l'idée de ce nom brillant et incroyable ?
C'est sympa de venir ici. Hein. C'est donc Adrien. Ouais. Non, oui, enfin, c'est tous les deux. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est au cours d'une discussion ensemble, on s'est dit Miracle, c'est marrant parce qu'on parle de solutions miracles. On avait. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Oracle. Donc voilà, on voulait c'est comme ça. Ouais. Ok. Oracle. Vous connaissez Oracle, hein, qui est une des plus grandes entreprises de software B2B. Et là, tu as parmi tes premiers investisseurs des gens de la Fnac. Ouais, parce que en fait, le directeur général de Fnac.com, donc là, on fait une levée de fonds là, assez tôt dans l'histoire de la boîte, parce que le logiciel, ça demande beaucoup d'investissement au départ. Donc, on part directement en levée, vraiment dès la création de la boîte. Et le premier, un des premiers à nous avoir dit le jour où vous remontez une boîte, je veux être dans le capital, c'est Fabien Sfez, qui était le directeur général de la Fnac. Et notre premier client, ça a été Christophe Cuvillier, qui était le président de la Fnac et qui est parti début 2011 chez Unibail. Donc, c'était en tant que président d'Unibail qu'il nous a dit, voilà, on l'a appelé quand on est parti de la Fnac, il a dit, venez me voir. Il nous a dit, bon, moi, je ne sais pas si j'ai besoin d'une marketplace. Donc, il savait évidemment ce que c'était qu'une marketplace parce qu'il l'avait vu à la Fnac. Il dit, je ne sais pas si j'ai besoin d'une marketplace en tant qu'Unibail, qui est un opérateur de centres commerciaux, mais faites-moi l'étude pour voir. Et donc, il nous a payé une étude de faisabilité d'un projet marketplace pour Unibail. Ce qui est pas mal parce que un premier client, ça a toujours de la valeur. Et le premier client ça a pas toujours, ça a énormément de valeur, un premier client, et surtout dans le B2B. Et le premier client qui nous a signé un contrat pour un deal marketplace, c'était une boîte qui a disparu depuis malheureusement, qui s'appelle De la Maison, et qui est une boîte qui vendait des produits pour la maison et des mobiliers, et, des articles de jardin. Alors, quand tu as démarré Miracle avec Adrien, tu avais déjà une très grande expertise sur ce métier. Et donc, entre la Fnac et Miracle, quelles sont les évolutions incrémentales que tu as fait à ce moment-là et qui ont été les facteurs clés de succès? Tu vois, à quoi tu attaches la réussite initiale de Miracle? En fait, ce qui a été une force pour Miracle, c'est que on a la double casquette business et technologique, puisqu'on vient de ces deux univers-là. Et ça, c'est une des forces de Miracle, c'est qu'on développe, c'est une très belle technologie, c'est extrêmement robuste, c'est extrêmement scalable, ce sont toujours des enjeux quand on développe de la technologie. Et je le dis assez facilement parce que c'est pas moi quand je suis l'architecte, c'est Najil Le Taifa, qui est un de nos plus proches collaborateurs. Et donc, ça a été notre force, c'est de développer une technologie, mais qui avait tout ce qui est dans Miracle est fait pour générer du business. Donc, on va voir nos clients, on leur explique, voilà, s'il y a telle ou telle feature, s'il y a telle ou telle fonctionnalité, s'il y a telle ou telle spécificité, tel paramétrage, c'est parce que derrière, ça doit vous générer du business additionnel, des ventes additionnelles. Et on sait lui expliquer parce que justement, on a nous-mêmes opéré une marketplace. Et c'est ça qui est, je pense, une des forces de Miracle, c'est que nous, on vient du métier d'opérateur de marketplace. Donc la légitimité. Alors, moi je suis un business angel assez actif, j'ai investi dans 120 boîtes et souvent on me demande quel est le premier critère que je regarde quand je vois arriver un dossier, c'est la légitimité des entrepreneurs qui portent le projet. Et donc là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que sur ce vertical-là, vous étiez extrêmement légitime, à la fois sur les aspects technologiques et sur les aspects métiers. Oui, en plus c'est vrai qu'on était, l'historique Fnac a joué en notre faveur parce que toutes les boîtes qui étaient dans ce domaine-là, Darty, Mr Goodwill à l'époque, qui se fait acheter par Darty depuis, connaissaient l'histoire de la Fnac, donc la Redoute, etc. Donc ils savaient ce qui s'était passé à la Fnac et que ça a été une bonne réussite. Donc on avait la crédibilité pour leur vendre de la technologie, pour lancer leur marketplace. Alors, à quel moment tu daterais dans l'histoire entre 2011 et 2023 les étapes clés, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été le gain d'un grand client, l'ouverture d'un pays? Oui, il y a évidemment la signature du premier client, ça c'est sûr. C'était donc Unibail. Alors, du premier client marketplace, c'était De la Maison. De la Maison. Ça, c'est sûr que c'est un step. La levée de fonds, c'est un step aussi. Le premier actionnaire, le premier qui nous a dit moi j'investirai chez vous, c'est Fabien Sfez. Mais le premier qui a vraiment mis un montant important et qui nous a aidé
dans ce process de levée de fonds avec son nom quelque part, c'est Xavier Niel, parce qu'on était allé le voir, on lui a expliqué ce qu'on faisait, et il nous a dit écoutez, je trouve ça super, si vous faites un tour de table, je veux investir. On lui a dit oui. Alors il a investi via Climat ou il a investi Non, c'était lui en direct, parce qu'on a eu la chance de le voir lui en direct, et parce qu'on l'avait croisé en fait à une convention de la Fnac. C'était un ami d'Alexandre Montpart qui a remplacé Christophe Cuvillier à la tête de la Fnac. Donc on est allé le voir, on a discuté 5 minutes, on lui a dit qu'on partait pour monter une boîte, parce qu'à la fin tout le monde était au courant qu'on partait assez tôt, parce qu'on l'a dit tout de suite. Et donc il nous a dit quand vous la lancez, venez me voir, on discutera. Tu as aussi accueilli à ton capital un investisseur que je connais bien, qui est Frédéric Cour de Félix Capital. Ouais. Je ne sais pas à quel moment ça s'est produit. Alors, série B, après, ouais. Il est arrivé plus tard, Frédéric, qui est très très bon fonds. Félix Capital, super fonds. Et lui, il est arrivé plus tard. Mais les dates importantes, pour revenir à ta question, c'est évidemment le premier client, c'est évidemment l'ouverture des États-Unis, qu'on a ouvert en 2015, et avec Adrien, mon associé, qui est parti s'installer là-bas. Donc ça, c'est une date importante dans l'histoire de Miracle. Voilà, après, là, il y a plein de dates importantes. La signature du 10e client, parce que là, vous validez que... Le 10e client, ça devait être, je me demande si c'est pas Boulanger peut-être. Donc, parce que ça valide un modèle, parce que vous avez un client, 2 clients, vous pouvez vous dire bon, vous avez eu de la chance. Quand vous en signez 10, que vous travaillez avec des grands retailers, que vous arrivez à les convaincre de lancer une marketplace, vous dites ouais, il y a quand même un truc. Parce que finalement, tu as fait 135 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 6 milliards de market value. Ça veut dire qu'à peu près tu prélèves 2,2%, c'est comme ça que tu fonctionnes? Alors, en fait, notre modèle, c'est un setup initial, un fee mensuel, plus un pourcentage du volume d'affaires que je génère sur les plateformes. Amazon est à la fois peut-être ton concurrent, même s'ils ne vendent pas la technologie et la connaissance. Alors, Amazon est le concurrent de nos clients. Nous, c'est un peu notre positionnement, c'est de dire on va aller on va aller doter nos clients d'armes qui les mettent au niveau d'Amazon pour aller se battre contre Amazon. Mais je crois qu'entre-temps, tu es devenu un immense client d'Amazon Web Services. Alors, on est un client d'Amazon Web Services, effectivement. On est un client aussi de Google avec Google Compute. On est de plus en plus clients Google qui ont vraiment réussi à se mettre à niveau face à Amazon et à Microsoft Azure, qui aussi, lui, est revenu au niveau. Aujourd'hui, les 3 offres sont globalement similaires. Et on est effectivement un bon client de AWS. J'ai même cru comprendre que c'était ton principal poste de coût. L'hébergement est notre principal poste de coût cumulé. Je pense qu'AWS doit être un de nos principaux fournisseurs, oui. À part évidemment les salaires. Parce qu'il y a quand même un truc, et ça, c'est hyper important. Et je le dis, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, etc. Et c'est un sujet qu'on a peu évoqué depuis le début, et c'est un sujet que j'aime bien, très peu, sont les équipes. Parce que ce qu'il y a de plus important dans un projet, quel qu'il soit, dans un projet entrepreneurial, c'est les équipes et c'est les personnes dont vous êtes entouré. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et alors, vous êtes connu chez Miracle pour être extrêmement bien entouré, c'est-à-dire vous avez des équipes de gens extrêmement compétents. Je pense que ça doit occuper une grosse partie de ton temps aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le recrutement. Alors, moins aujourd'hui, parce qu'on a mis en place des process qui font que je ne fais plus tous les recrutements, mais au départ, je faisais 100% des meetings de recrutement. Ensuite, on a mis en place un process, on a défini un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs qui sont importantes pour Miracle et importantes dans l'esprit de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, tout le process de recrutement passe par des discussions autour des valeurs qu'on a et des applications concrètes des valeurs qu'on a définies comme étant des valeurs importantes pour Miracle. Et ensuite, ça reste aussi dans l'évaluation des collaborateurs annuelle, dans l'évaluation annuelle des collaborateurs, où on les évalue à leur adhésion à ces valeurs dans la manière dont ils travaillent au quotidien. Alors, merci de parler du sujet des valeurs, parce que, tu vois, on est pile dans le timing. Il nous reste 20 minutes pour avoir des interactions avec notre audience. Et je pense que le sujet des valeurs est un sujet important sur lequel on a une nouvelle génération, et on a une génération pour laquelle le purpose est au moins aussi important que le profit, parfois plus. Et qui, parmi vous, il y a probablement des entrepreneurs et des entrepreneuses en herbe. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre une question de session-réponse. Et
et que Philippe puisse compléter son propos. Pour faire ça de manière dynamique, on va prendre les questions par 2-3, de manière à ce qu'il puisse préparer ses éléments de réponse. Et Camille va circuler parmi vous pour recueillir les questions, donc n'hésitez pas. Pour vous répondre sur la Fnac, non, on a tout reconstruit de zéro. Parce qu'évidemment, ce qu'on avait vendu à la Fnac était la propriété de la Fnac, donc il n'était pas question qu'on prenne une ligne de code. Et en plus, il faut quand même voir qu'être éditeur de logiciels et développer sa propre technologie telle qu'on le faisait pour la Fnac, peut-être qu'on l'avait fait avant chez Speed Games, c'est pas la même chose. Ça ne nécessite pas la même expertise, ça ne se met pas en place de la même manière. Donc c'est vraiment très différent. Donc même si on avait pu, entre guillemets, faire un deal avec la Fnac et leur dire, bon, bah voilà, même négocier avec eux, leur dire, voilà, on vous rachète la techno et tout, heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on n'aurait pas pu construire ce qu'on a construit sur les bases de ce qu'on avait fait pour la Fnac. Donc non, on est vraiment complètement parti zéro. Alors la première, et ça c'est le père de mon ex-femme qui m'a donné ce tuyau, et qui est un très très bon tuyau. Il m'a dit, déjà la première chose que tu dois te poser comme question quand tu recrutes quelqu'un et quand il s'assoit en face de toi, c'est est-ce que tu as envie de bosser avec lui tous les jours? Voilà, est-ce que tu as envie de le voir? Est-ce que tu as envie de bosser avec lui ou avec elle tous les jours? Ça paraît idiot, mais il y a quand même un côté intuitu personnel qui est très fort. Et c'est vrai que de travailler avec des gens qu'on aime bien et avec qui on s'entend bien, c'est important. Et c'est une règle de conduite à laquelle on ne déroge pas. C'est-à-dire, je me l'applique évidemment à moi-même. Donc moi, c'est valable pour les gens maintenant que je recrute et que je manage en direct, mais c'est aussi ce que je demande à mes collaborateurs. Et c'est vrai qu'on est parfois confronté à des dilemmes où on voit des gens qui sont extrêmement bons techniquement, mais le fit, il passe pas. On ne saurait pas l'expliquer pourquoi. On peut dire, il n'y a pas de fit. On sent que on n'a pas envie d'aller bouffer avec lui ou d'aller prendre une bière avec lui à la fin de la journée. Donc on se dit, on veut pas ça. Et on est vraiment intransigeant avec nos valeurs. C'est un truc sur lesquels j'ai déjà vu vraiment des gens qui étaient vraiment des tueurs dans leur domaine. Mais si il n'y avait pas de fit, d'adhésion avec nos valeurs, on les recrutait pas. Et parfois on leur expliquait pourquoi. Et on ne trahit pas les valeurs de Miracle. Donc il faut à la fois le plus grand et le plus petit dénominateur commun. Vous êtes complètement aligné. Ouais. Et en fait, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que notre process de recrutement qui est assez structuré, il fait intervenir plusieurs personnes. Et s'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec le candidat, on ne le prend pas. Il faut que ce soit unanime. Target to sell. Alors, et en plus, je vais vous dire, dans un environnement qui est très contraint en termes de ressources, c'est difficile parce que parfois on galère à recruter, on trouve quelqu'un et techniquement il est bon, mais on se dit ça va pas fitter, ça va pas fitter avec l'équipe, etc. Donc là, on ne garde pas. Target to sell, je vois que vous avez un tote bag Target to sell, vous les connaissez bien? Ah, pardon. Target to sell. Alors, Target to sell, c'est une super belle boîte qu'on a rachetée l'année dernière. Target to sell, on les a rachetés pour une chose, c'est qu'on lance cette année 3 produits. Un des produits qu'on lance, c'est une offre de retail média. Donc, le retail média, c'est comment est-ce qu'un e-commerçant va monétiser le trafic sur son site et monétiser ses espaces publicitaires. Et pour se différencier il y a pas mal de concurrence là-dessus. Ce que Miracle apporte de différent, c'est que déjà, on peut monétiser, nos clients peuvent monétiser leur espace publicitaire auprès de leurs fournisseurs, évidemment, mais aussi auprès de vendeurs marketplace. Et ça, on est les seuls à pouvoir faire ça. Et on voulait se doter d'un outil de type Target to Sell qui était capable de nous doter d'un outil de tracking et de pertinence par rapport à la recommandation des bannières ou des produits qu'on allait mettre en avant sur le site de nos clients. Aujourd'hui, donc notre offre de retail média qui sort en avril 2023, tout l'outil de tracking repose à 100% sur Target to Sell. Voilà pourquoi on a acheté cette boîte. Et d'ailleurs, dans l'acquisition, qui est souvent un sujet pour les entrepreneurs, on a appliqué les mêmes règles qu'on a appliquées dans le cadre de recrutement. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a regardé énormément de dossiers, on a fait le deal avec Target to Sell, et il y a pareil un très bon fit culturel avec les équipes de Target to Sell qui sont vraiment des super équipes. Et ce qui n'arrive
jamais dans des acquisitions, très rarement. Et j'espère que je ne vais pas me porter malchance en disant ça. Nous n'avons eu aucun départ depuis l'intégration de Target to Sell. Il y a eu 0 départ. Ouais, alors c'est une très bonne question. D'abord, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Évidemment, le modèle marketplace, qui est un modèle de retail très bien adapté au B2C, en extension de gamme, en disant voilà, je suis capable d'apporter à mes clients, comme on va prendre les chiffres d'Amazon, parce que je ne peux pas communiquer les chiffres de mes clients. En gros, je passe mon offre de 2 millions à 500 millions de produits, sans investir dans des stocks, sans investir dans la logistique, etc., dans du service client. Etc. Modèle parfait pour le B2C, le retail, extension de gamme, multimarque, et surtout le produit généraliste. Quand on parle de monomarque, pour elles, la problématique elle est un peu différente pour ces entreprises-là. C'est plutôt de se dire comment est-ce que je vais vendre sur les marketplaces. En fait, tous les secteurs, toutes les industries, toutes les verticales sont impactés par le modèle de plateforme et par les modèles de marketplace. Mais ils n'ont pas tous vocation à opérer une marketplace. Certaines de ces entreprises vont, elles, avoir vocation plutôt à vendre sur des marketplaces plutôt qu'à être opérateur de marketplace. C'est souvent le cas des entreprises monomarques. Après, il faut savoir qu'on parle beaucoup de marketplace et de marketplace B2C généraliste, multimarque, parce que c'est de là d'où on vient. Mais aujourd'hui, quasiment la moitié des marketplaces qui sont développés par Miracle ne reposent pas du tout sur ce modèle-là. Par exemple, on travaille pour Airbus Hélicoptère. En fait, eux, leur projet, c'était d'avoir une plateforme e-commerce sur laquelle un propriétaire d'Airbus peut trouver toutes les pièces dont il a besoin pour opérer son hélicoptère. Donc, c'est du B2B pur. Mais il y a 20 millions de pièces dans leurs différents produits. Ils ne pouvaient pas tout stocker, ils ne pouvaient pas tout avoir. Donc, les clients d'Airbus, ils peuvent aller sur la plateforme et acheter les pièces dont ils ont besoin. Pareil, une de nos plus grosses marketplaces, c'est moins connu, c'est une marketplace qui s'appelle Astor, qu'on a développée pour Accor, le groupe hôtelier. En fait, c'est une espèce de Amazon de l'hôtellerie. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire d'un hôtel, vous avez besoin d'équiper votre hôtel. Donc, vous allez acheter sur Astor auprès des fournisseurs qui sont référencés par Accor. Et là, vous allez bénéficier de tout l'effet vertueux marketplace. Et d'abord, Accor a négocié des bonnes conditions avec les fournisseurs. Donc, quand vous allez sur la plateforme, vous savez que vous allez trouver des bons prix. Et en plus, comme Accor, en multipliant le volume de vente avec l'ensemble des hôtels qui font partie du réseau Accor, ils vont pouvoir bénéficier d'encore meilleures ventes, d'encore meilleures conditions chez leurs fournisseurs. Donc, plus de gens vont venir, donc encore de meilleures conditions. Et là, il y a tout le cercle vertueux de la marketplace qui se met en route. C'est une marketplace qui marche très bien et qu'on a dupliqué dans d'autres pays. Voilà des autres exemples de plateformes. C'est pour ça qu'on sort du mot marketplace et on parle de plateforme. C'est une question, je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre à celle-là parce que c'est plus personnel. Je disais déjà, il y a des skill sets qui sont, innés, entre guillemets. Il ne faut pas avoir peur voilà, faut pas avoir peur de se lancer, faut pas avoir peur de travailler, il faut être passionné. Voilà, moi, c'est aussi un conseil, faut être passionné par ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, dans un contexte entrepreneurial qui est très challenging, ça ne pourra pas marcher. Donc, faut être passionné. Après, moi, j'ai pas fait d'études du tout. J'ai quasiment été déscolarisé après la 3e. Par contre, j'ai lu énormément. Et moi, il y a une chose qui me passionnait, c'était les biographies. Donc, j'ai lu énormément de biographies, pas uniquement d'entrepreneurs, mais de créateurs. Une de mes préférées. Magellan. Alors, moi, une de mes préférées, c'est celle de Léonard de Vinci, qui est de mémoire écrite par Serge Bramly. Je l'ai lu, je sais pas, il y a plus de 25 ans, 30 ans, donc, mais de mémoire, c'est ça. Il y a une excellente biographie sur Howard Hughes, qui est un personnage qui est connu pour ses problèmes psychologiques, mais qui est quelqu'un d'absolument fascinant. Et je crois encore aujourd'hui, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais je crois 70% de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les satellites sont des brevets qui ont été déposés par ces entreprises. C'est vraiment quelqu'un de fascinant. Voilà, et je pense que c'est bien. C'est pas des skill sets, mais avoir des modèles. Voilà, moi j'ai toujours été fasciné par Bill Gates. Et je trouve complètement fascinant. Steve Jobs. Moi, déjà, non. Parce qu'il ne connaît pas. Non, mais c'est un très bon designer pour le coup. Il était typographe, exactement. Et la typo, c'est l'élément le plus pointu du design. Donc, c'est un très bon designer. Mais effectivement, il ne codait pas, contrairement à Bill Gates. Mais j'ai déménagé récemment et j'ai retrouvé des vieux articles de journaux que j'avais gardés sur la vie de Bill Gates,
sur la vie de Microsoft, des journaux qui dataient de 90-91. Donc, j'avais moins de 16 ans et il m'a beaucoup fasciné. Alors, dans ces modèles d'innovation, il y a toujours des tendances, des révolutions, des changements. Il faut les suivre. Il faut aussi parfois les regarder avec un peu de distance et essayer de les apprécier à leur juste valeur pour pas tomber dans les modes, parce que par définition, une mode, ça passe. Et si vous êtes trop intégré dans une mode, vous partez avec la vague. Donc, moi, aujourd'hui, il y a une chose qui pour moi, est vraiment révolutionnaire. Il n'y a pas une entreprise au monde qui ne doit pas se poser la question de l'impact que ça va avoir sur eux. Ce n'est pas ni le digital, ni le Bitcoin, même si c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais ça se pose plus au niveau de la gouvernance des pays qu'au niveau des entreprises, je pense. C'est OpenAI. C'est les IA génératives. Exactement. Et tout ce qui tourne autour des LLM, où là, c'est quelque chose qui va modifier. 100% des entreprises vont être extrêmement impactées par ça. Dans pas très longtemps, ça va extrêmement vite. Ça a déjà démarré. Et moi, au quotidien, j'organise plusieurs meetings avec mes collaborateurs pour dire, voilà, ça veut dire quoi pour Miracle ? On fournit des outils qui sont faits pour industrialiser des process. Une AI industrialise très bien des process. Donc, ça va dire quel va être quel problème ça va nous amener ou quelle solution ça va nous apporter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi, quand on est entrepreneur, pour revenir sur les skill sets, il faut toujours avoir en tête, c'est qu'il faut être en permanence sur le qui-vive, parce que vous devez gérer la concurrence, les partenaires, les collaborateurs, les banquiers, les investisseurs. Effectivement, mon métier aujourd'hui n'a rien à voir avec le métier que je faisais il y a 12 ans. Rien à voir. Mais quand on est entrepreneur, on s'adapte. Après, il y a un moment où on n'arrive plus à s'adapter. Et moi, j'ai toujours été clair avec mes actionnaires, avec mon associé, avec tout le monde, même avec mes collaborateurs. Le jour où j'arrive plus à m'adapter, où je suis plus au niveau, je laisse ma place. Je reste, faut pas y mettre d'ego. Moi, je reste un des premiers actionnaires de Miracle. Ce qui m'intéresse, c'est le développement de l'entreprise, le développement du projet Miracle. Mais effectivement, il faut s'adapter en permanence. Et là aussi, la lecture aide beaucoup. Après, par contre, j'attire votre attention sur une chose, c'est que j'ai jamais, à ma connaissance de mémoire, comme ça, il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Lean Startup, mais c'est le seul livre que j'ai lu sur l'entrepreneuriat, les startups, tout. Pour moi, c'est que du bullshit. Souvent, je dis faites gaffe et là, je le fais et je suis ravi de le faire parce que c'est aussi intéressant pour moi de vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup d'être venu là m'écouter raconter tout ça. C'est vraiment sympa. Mais je me méfie aussi beaucoup des entrepreneurs qui passent leur vie sur les estrades. Moi, c'est pas mon cas. Je le fais vraiment très, très rarement. Donc, il faut se méfier de ça. Faut pas écouter ça. Je pense que faut pas rentrer là-dedans. Je pense qu'effectivement, le truc important, c'est d'arriver à s'adapter. Voilà, faut s'adapter. Les boîtes changent. Il faut pas avoir peur aussi à un moment de dire je sais pas faire. Et excuse-moi, il y a un autre truc qui est hyper important et ça rejoint la question tout à l'heure sur le recrutement. C'est en fait, faut arriver à recruter des gens qui sont meilleurs que vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous aide à grandir. Et souvent, parfois, vous voyez des collaborateurs qui ont peur de recruter des gens qui sont meilleurs qu'eux parce qu'ils ont peur qu'ils leur prennent leur place. Et ça arrive. Et malheureusement, c'est la vie des boîtes. Il faut toujours recruter un mec qui est meilleur que vous. Moi, quand j'ai recruté mon premier développeur, le mec il codait 10 fois mieux que moi. Et je me suis pas dit ah merde, qu'est-ce que je vais faire ou machin. Donc dès que je recrute quelqu'un, j'essaie de recruter un mec qui est meilleur que moi enfin quelqu'un ou quelqu'une, hein, excusez-moi. Mais j'essaie de recruter quelqu'un qui est meilleur que moi. Et c'est facile. Je me suis peut-être mal exprimé. 100% de la tech est développée à Paris et à Bordeaux, mais notre deuxième bureau aujourd'hui, c'est Boston. Donc, on a 200 personnes à Boston. Et au passage, d'ailleurs, Adrien, en 2021, est venu à Londres maintenant. Donc, il n'est plus à Boston, il est à Londres. Mais notre deuxième bureau, c'est Boston. Et le développement aux États-Unis
est complètement est très important dans notre stratégie. Aujourd'hui, 40% de notre chiffre d'affaires est fait en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc, on fait 80% de notre chiffre d'affaires hors de France et 40% est fait en Amérique. Ouais, alors c'est aussi intéressant, mais c'est un bon point parce que c'est vrai que pour qu'une marketplace fonctionne, il faut qu'il y ait du trafic. Mais aujourd'hui, peu importe le projet que vous allez lancer, vaut mieux le lancer en marketplace qu'en e-commerce classique, sauf si vraiment vous êtes sur un produit unique, disruptif, etc. Mais si vous avez un projet qui n'est pas celui-là, une marketplace aura toujours plus de potentiel qu'une plateforme e-commerce classique. Encore une fois, pourquoi? C'est assez simple, parce que vous allez payer pour faire venir des clients. Vous allez dépenser en marketing. Donc, soit vous les faites venir, les clients, ils ont le choix entre 10 produits, 15 produits, 20 produits, 100 produits. Soit ils ont le choix entre une offre extrêmement large. Il y a un autre truc qui est hyper important, par contre, quand on lance une marketplace, c'est qu'il faut que ce soit dans l'ADN de votre marque, de votre site internet. Si, vous voyez, par exemple, quand on a lancé la plateforme Conforama, ils ont absolument voulu démarrer en Conforama, ils sont très forts, ils sont numéro 1 de la literie. Ils ont voulu démarrer en faisant des catégories de produits qui étaient les appareils de musculation et le pet food. Bah, évidemment, ça n'a pas marché. Donc, on leur a expliqué, non, il faut ouvrir sur vos core catégories, il faut voir ce que vos clients ils viennent chercher chez vous. Et en fait, quand vous lancez votre plateforme, c'est pareil. Il faut réfléchir, c'est quoi l'expérience utilisateur, c'est quoi l'expérience client, qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous. Mais le modèle marketplace sera toujours mieux qu'un modèle e-commerce classique, sauf produits spécifiques. Mais si vous voulez, on peut en discuter. D'ailleurs, si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez m'envoyer un email, il n'y a pas de problème. Philippe, c'était une grande joie. Et un grand plaisir, un honneur de te recevoir. Bon. Merci d'être venu. Merci. Il n'est jamais trop tard pour venir à la fac. Ouais, et surtout partager cette expérience. Dauphine est un endroit magnifique et je t'invite à regarder tout ce qu'ils font. Il y a plein de trucs. Moi, j'ai recruté pas mal de gens du master 264 dans lequel j'ai le plaisir d'intervenir. Merci Sonia. Et c'était vraiment super. Tu as inauguré ce cycle de conférences pour la House of Entrepreneurship. On ne pouvait pas rêver de meilleur parrain. Et donc, vraiment, merci de ta présence. Merci à tous. Hein. Merci à vous d'avoir participé, d'être venu écouter. En plus, je sais que vous êtes en période d'examen pour certains, donc vous devez avoir autre chose à faire. Donc, merci beaucoup. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon email, c'est philippe@miracle.com. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'envoyer un email, une question. Si je peux vous aider à quelque chose, vraiment, n'hésitez pas. Donc, merci à tous et merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à toi.